Vladek, bonjour. Bonjour Claude. Alors, tu es un acteur des Monts du Beaujolais qui habite à Lamure. Alors, les Monts du Beaujolais, on les voit là-bas au bout de l'horizon, en les regardant bien, et ici on est au bord de la Saône. Finalement, toutes les eaux qui viennent de là-haut finissent d'une manière ou d'une autre par différentes rivières dans la Saône. Et l'eau, ça a été une de vos questions dans le collectif des Monts du Beaujolais. Cette ressource a été notre fil conducteur de nos réflexions et de notre travail sur le territoire. Voilà. Parce que la question, si j'ai bien compris, c'est finalement pourquoi laisser descendre l'eau jusqu'ici pour ensuite la recapter et la remonter en haut. Voilà. Donc c'est une logique voilà, qui est issue, j'ai envie de dire presque de la fin du XXe siècle. Et qui aujourd'hui, que nous sommes au début du 21e, peut-être peut se poser autrement. Et c'est un peu sur cette thématique qu'on est allé à la rencontre des acteurs de l'eau, mais pas que de l'eau, du territoire, des élus, du monde agricole, de la société civile, comme on dit entre guillemets, pour creuser la question. L'interroger sur cette thématique. Une personne seule ne peut pas trouver des éléments de réflexion suffisants, parce qu'il y a complexité du problème, d'où l'intérêt d'avoir travaillé collectivement autour de cette question. Tout à fait. Et d'aller à la rencontre des acteurs qui nous ont accompagnés là-dessus. Je pense que c'est d'ailleurs prévu au cours de ce Oui, alors justement, ce que je propose, c'est que dans un premier temps, on aille voir justement un responsable de société de pêche, voir comment vous avez essayé de construire un raisonnement et une réflexion sur ces questions. Tout à fait. Bienvenue chez nous. On est au bord de la Zergue, qui est une des rivières qui descend vers la Saône. Et justement, on a été aussi au bord de la Saône en se disant, mais finalement, l'eau descend, après on la fait remonter pour les réseaux de distribution d'eau. Est-ce que cette eau qui descend, finalement, elle ne joue pas un rôle aussi par rapport à l'écosystème? Alors oui, effectivement, si on peut imaginer qu'on pourrait puiser l'eau ici pour les besoins des populations locales, ça pourrait impacter la rivière, effectivement, parce qu'on va puiser dans un stock. Cependant, moi je trouve que ça serait intéressant, parce que si l'eau était puisée ici, les gens auraient un intérêt supérieur à cette rivière. On aura un intérêt particulier à cette rivière. Pour l'agriculture, on voit énormément de dossiers qui sont déposés depuis quelques années pour la construction de retenues collinaires. Alors, si on les écoute, les agriculteurs, ça paraît simple, l'eau tombe l'hiver en quantité. Donc, autant la garder, autant la stocker. On la stocke, et puis pour pouvoir la redistribuer aux cultures l'été. Il y a un modèle agricole qui n'est pas adapté au territoire, comme ces vaches Primolstein par exemple, qu'on élève ici, qui ne sont pas du tout adaptées. Parce que c'est vrai que quand on était au bord de la Saône, on se disait finalement la question est simple. L'eau descend, autant essayer de la garder avant. Finalement, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Moi, je suis pour la proximité, justement. Je suis pour qu'on restaure les captages ici. Mais par contre, avec une espèce de comité de surveillance, quelque chose qui soit au-dessus et qui fasse le point très régulièrement sur la ressource en eau. Et puis qui incite les populations locales à faire attention. Si chacun gère son morceau, sa petite eau dans son coin, on n'est pas sorti de l'auberge, et qu'en fait, justement, il faut se mettre à plusieurs pour arriver à gérer dans toute sa complexité et l'intelligence collective telle qu'elle est travaillée. Alors, justement, il y a eu des apports de vous, d'autres, pour apporter cette connaissance. Finalement, en se mettant à plusieurs autour de la table, eh bien, on a plus de chances de pouvoir gérer au mieux et de manière optimale. Exactement. Avec Vladek, on était en bord de Saône, on a vu la complexité du territoire par rapport à la question de l'eau. Alors maintenant, eh bien, Nathalie, Valérie, vous nous avez rejoints. On se retrouve autour de la table, d'ailleurs, où je crois le collectif se retrouve régulièrement. Alors peut-être voir justement autour de cette question de l'eau, comment vous avez travaillé? C'était quand même au départ des acteurs qui habitaient, des acteurs associatifs, ou en tout cas qui participaient
à la vie de ce territoire. Par ailleurs, tous professionnels dans des domaines larges du développement local, qui se sont rencontrés autour de l'idée de la mise en commun, de l'intelligence collective. Alors on ne parlait pas forcément déjà entre nous de l'intelligence collective, hein, mais on était sur cette... C'était travailler ensemble. Voilà, cette envie de travailler ensemble, de partager des visions, de partager des compétences. La question, c'était comment se réapproprier en tant qu'acteur d'un territoire, quel qu'il soit, hein, citoyen, acteur économique, etc., se réapproprier cette ressource. Comment vous avez justement repéré les acteurs qui interviennent autour de la question de l'eau? En fait, en milieu rural, on se connaît, on peut dire tous, on est assez facilement remonté jusqu'aux personnes responsables. Par exemple, on est entré en contact avec le technicien en charge de l'entretien des captages, et du coup, lui, elle nous a pu donner son regard. On est allé voir le syndicat de Rivière, et on a pu, sans trop de problèmes, aller jusqu'aux acteurs, les élus, responsables. Est-ce que justement, cette connaissance commune que vous avez construite autour des réseaux d'eau, de qui gère, quels sont les jeux d'acteurs autour de la question de l'eau, est-ce que ça a été un plus pour vous, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, par exemple? Déjà, ça a vraiment mis en évidence pour moi que c'était une vraie ressource. Et qu'autour de cette ressource, il y avait un nombre incroyable d'acteurs, de pression, de jeux d'acteurs qui finalement, dont je n'avais pas du tout conscience, avec les chercheurs, et donc toi, monter un peu en connaissance, enfin c'est pas un peu, monter carrément en connaissance collective sur ces sujets-là, avec une recherche, on a fait des outils de cartes des acteurs, on est allé chercher des informations, on a visualisé aussi sur des cartes, et on s'est quand même aperçu qu'à la fois on se connaissait, mais à la fois on se connaissait pas tant que ça avec les acteurs, et que justement cette question-là, elle était finalement complexe sur un territoire qui avait, qui géographiquement, géologiquement, était quand même finalement pas simple. C'est ce qu'on a vu dans les cartes des acteurs, c'est ce qu'on a vu dans les informations, ça a bien confirmé que c'était hyper compliqué quand même. Est-ce que ça vous permet aujourd'hui, ça vous a donné des clés de lecture, de compréhension que vous n'auriez pas eu sinon? Ah bah oui, très clairement. Ouais. Individuellement, et puis pour justement continuer à dialoguer avec des structures associatives ou les élus qui se posent également un certain nombre de questions. Donc c'est vrai que ça nous a, en tout cas moi je trouve que ça nous a clairement outillés pour continuer ou même initier un dialogue. Alors c'est vrai que côté institutionnel, les choses ont beaucoup bougé aussi. Hein, et d'ailleurs on va rencontrer tout à l'heure Jean-Pierre Goudard, qui est vice-président au développement durable à la nouvelle communauté de communes, qui est l'ancien président de la communauté de communes du Val d'Azergues. Et ça va nous permettre justement de voir quel est son point de vue, vu du côté des collectivités sur cette question de l'eau. Bien, ben donc Jean-Pierre, on est dans la mairie ici, parce que vous êtes maire de Grand-Riff. Donc merci de nous accueillir. Donc en tant qu'élu, quel est votre point de vue sur l'eau? Moi, ce qui m'inquiète dans cette problématique, c'est les éventuels conflits d'usage qui devraient arriver. Quand je dis conflits d'usage, c'est notamment pour les utilisateurs d'eau que sont les forestiers, et puis l'agriculture. Pour l'approvisionnement en eau potable, vous êtes sur le syndicat Rhône-Noir-Nord ou sur... Non, on a un petit syndicat qui regroupe 6 communes, mais qui achète de l'eau en bas sur la partie, donc votre eau vient de la Saône. On n'a plus d'eau locale. On boit que de l'eau de la Saône. Vous auriez la capacité là, de vous approvisionner ou... On a une colline qui est juste au-dessus du village, qui regorge d'eau. C'est de la résurgence, c'est même pas de la... Ah oui, donc elle vient de profond. C'est pas du ruissellement. D'accord. Donc elle est là tout le temps. Tout le temps. Et à un moment donné, est-ce qu'il n'y aura pas une nécessité de faire un peu, mais à une échelle plus large, ce qui s'est fait dans un groupe autour de l'intelligence collective comme on était là, de réfléchir à une échelle plus large, à plusieurs, à mettre les gens autour de la table pour en discuter, quoi, et être conscient. Et alors moi je regrette, pour moi ça serait le rôle des préfets et des services de l'État, de faire ça, aidé par l'agence de l'eau qui finance d'ailleurs des études hydrologiques comme ça. Bien, donc nous sortons de la rencontre avec Jean-Pierre Goudard. Il a été une des personnes ressources qui a participé à ce travail collectif de construire une intelligence collective autour de la question de l'eau. La démarche même de PSDR, aujourd'hui, elle a
elle a irrigué le territoire, et notamment on parlait des acteurs de l'agenda 21 citoyen, qui se trouvent plus légitimes pour aller finalement creuser ces questions, y compris sous forme d'actions citoyennes de découverte des anciens ruisseaux, du chemin de l'eau sur telle ou telle commune. Et ils peuvent se référer au fait qu'il y a une connaissance qui a émergé, qui a pris corps sur le territoire. Et moi je dirais qu'aussi ça a permis d'expérimenter, tu parlais d'intelligence collective territoriale, qui était quand même aussi un des objets de cette démarche-là. Et comme tu le disais tout à l'heure, nous aussi on travaille avec d'autres acteurs en intelligence collective, de l'expérimenter pour nous-mêmes. J'ai trouvé que c'était aussi une belle manière de s'enrichir. Quand on regarde un petit peu avec du recul, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en termes d'enseignement par rapport à ce qui s'est passé ici? C'est d'abord justement ce fait que souvent on dit que l'intelligence collective, un collectif qui essaye de se construire une compétence commune, le risque parfois c'est l'entre-soi. Vous êtes plutôt dans une réflexion de noyau dur qui co-construit, qui guide la démarche, qui la conduit, avec des réseaux, avec des gens qui interviennent par moment, qui viennent compléter vos travaux, qui viennent compléter vos recherches d'informations et de connaissances. Et du coup, justement, c'est un petit peu l'opposé d'entre-soi. Après, sur la démarche d'intelligence collective, il y a eu un travail commun où chacun apportait ses connaissances, et puis avec parfois des apports venant de personnes ressources ou venant, sous un aspect plus méthodologique, de chercheurs ou de techniciens qui venaient apporter des éclairages. Enfin voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ces entretiens, et puis surtout pour toute cette démarche qu'on a faite ensemble.